Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Dans un instant, nous allons recevoir Patrick Tacita, responsable des relations extérieures de l'ANG. Bonjour, monsieur Patrick Tacita, vous êtes en direct dans le ZCL et tout le monde va regarder pour d'abord. Bon, ensuite, on va recevoir Emeline Ademar, une chroniqueuse économique pour ABC des entreprises. Elle va parler aujourd'hui des salariés, des associés et dirigeants. Quels sont les cas de départ et comment les gérer au sein d'une entreprise. Ensuite, Aline Mugerin, chroniqueuse, viendra avec Thierry Lima et on va terminer avec Dominique Virassami. Voilà la liste de nos invités. Les informations, les nouvelles, c'est bien sûr Iman News. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler du SDIS qui se dote d'un nouveau simulateur de feu réel. C'est une avancée technologique majeure pour la formation de nos pompiers et qui sera sur Vieux Habitants. On va aller sur Vieux Habitants pour voir ce sujet. On parlera aussi de la réouverture du golfe sur Saint-François, un symbole de dynamisme pour l'économie touristique de la Carle, de Saint-François en particulier. Il sera aussi question des journées portes ouvertes au lycée de Bainbridge qui offre aux élèves une opportunité de découvrir les filières et de préparer leur avenir, surtout en lien avec Parcoursup qui est ouvert actuellement. On reviendra sur la conférence qui a eu lieu ce week-end sur l'autisme et la parentalité et aussi on ira sur Paris pour voir des reportages de Maurice Cessé. Voilà, merci Iman. On va retrouver un instant on va tout de suite débuter avec M. Patrick Tacita, qui est, je vous l'ai dit, responsable des relations extérieures, une espèce de ministre des Affaires étrangères de l'ANG. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Patrick Tacita, vous ne pouvez pas parler en français ou en créole. Nous sommes les deux en Guadeloupe. On voulait anglais, espagnol, ça voulait. Espagnol aussi, bon. Alors, première question que je me dis, quelle nouvelle à l'ANG? Bien, ça caille. Donc on fait ça qu'il faut pour ça aller. Bon, c'est difficile, hein, vous savez. Pourquoi c'est difficile? La Guadeloupe, c'est un pays qui n'est pas facile. Pas facile, hein, nous connaissons nous. Hein. La mobilisation sur les questions sérieuses, ça pas. Bon, mais nous pas tirer. Bon, alors, faire venir parce que c'est un des mondes qui voyageait le plus depuis à peu près 2 années pour l'organisation là. Qui rôle là ces voyageurs? Avant, nous voyons qui coûte où aller, mais qui rôle là ces voyageurs ça? Qui intérêt à ça pour l'organisation là et pour la Guadeloupe? Alors, pour l'organisation là, lui-même, c'est développer une série de contacts avec des organisations ou des structures qui ont existé à l'extérieur de la Guadeloupe et qui peuvent aider nous à dans le combat. Nous, hein. On est plusieurs structures, mais aussi plusieurs organisations. Toutes les organisations, dans un premier temps, qui y a dans le même cas que nous, hein, qui est qualité pour changer de situation à pays ailleurs, comme en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Martinique, en Guyane, tous ces côtés-là, ça, c'est des côtés que nous allons, que nous pouvons aller, que nous pouvons continuer à aller, et puis des organisations, des structures internationales qui permettent nous de poser problème à la Guadeloupe, tout partout, l'ONU ou d'autres structures, où la NOAI par exemple, avec les pays non alignés, tout ça c'est des côtés qui sont importants pour nous en tant qu'organisation de populariser ce qui a fait ici en Guadeloupe et aussi de permettre un rayonnement à combat à nous, à ça nous a fait ici. Alors est-ce que dans ces pays-là, ça, il y a au courant réellement ce qui a passé ici et situation de colonie en nous? Les pays colonisés, oui. Non, les pays occidentalisés ou pas. Bon, la plupart de ces pays-là, ça a considéré nous comme partie intégrante à la France, à part des organisations. Ouais, à part des organisations ou des pays qui sont très à l'écoute des problèmes de colonisation et qui ouvrent, qui comprennent une série de pays, une série d'organisations. Par exemple, l'organisation des pays non alignés sont une organisation qui a regroupé 120 pays au monde, qui est la principale organisation après l'ONU au niveau international.
et qui est lié au fait des questions internationales, notamment des pays colonisés, parce que c'est aussi l'ensemble des pays du Sud qui n'a pas les États-Unis, pas dans ces pays-là. C'est donc vraiment une concentration à les pays du Sud. Oui. Donc, il est très, très à l'écoute des questions de colonisation. Alors, pas moins qui dit ça. Vous savez que la Guadeloupe est inscrite jusqu'à dans les années 46, encore 52, dans les pays à décoloniser au niveau de l'ONU, et la France fait router ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est possible que l'ONU remette nous? Alors, pas tout à fait ça. Oui. Pas tout à fait mais rectifier, c'est pourquoi ou là? Non, pas tout à fait ça. C'est qu'avant 46, la Guadeloupe était en colonie. Oui. Donc, officiellement, reconnu par la France, c'était en colonie. Donc, avant, il y a fait départementalisation. Donc, avant 1946. Donc, l'ONU, toutes les instances internationales, tu vas reconnaître la Guadeloupe en colonie, parce que c'était en colonie officiellement. Là, la Guadeloupe passait de l'état de colonie à l'état de département, c'est là la France intervenue. Et en fait, la liste des pays à décoloniser de l'ONU, c'est quoi que la liste du C24, parce que c'est un organisme, son structure à l'ONU, qui c'est le C24, qui sont sous commission à la 4e commission de l'ONU. La 4e commission de l'ONU, c'est qui a occupé de tout le problème de colonisation. Ouais. C'est l'une des plus grandes commissions à l'ONU, c'est qui a occupé des problèmes de colonisation. Et il y a une sorte de structure de travail, on dit dans l'AI, qui a rendu compte, qui c'est le C24, qui est composé à l'origine de 24 pays. Bon, maintenant, nous avons 31, pardon. Et c'est lui qui a une liste, de 19 pays qui l'ONU a reconnaître officiellement comme colonie, comme pays à décoloniser. Ouais. Donc pour français, donc notamment en les listes là, ça, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc en 1960, cet organisme-là, sa structure-là, ça de l'ONU, c'est dans les années 60, ça vient sur pied. Mais au moment, aux années 60, nous partions officiellement en colonie. Nous étions en département. Donc, de fait, si vous voulez, le C24 pas emparer des questions à ça, puisque pour la France, et puis nous sommes intégrés à la France. Donc, combat, nous, c'est là, c'est de faire reconnaître à la communauté internationale que rien n'a pas changé, que la Guadeloupe reste en colonie, les caractéristiques à pays n'a pas changé, c'est non à qui changé, c'est dénomination à qui changé, mais quand au fond, nous restons en colonie. Donc, travail à nous, c'est ça. Donc, la Nouvelle-Calédonie et enfin, Kanaki déjà obtiennent satisfaction, ils ont les listes là ça depuis un bon peu de temps. La Polynésie aussi, on les listes là ça depuis 2013. Mais contrairement à ça, peut-être qu'on a depuis on les listes là ça, bon, c'est déjà on avance important, c'est vrai qu'on a avancé. Mais la France a fait tout ça IP pour ôter la Polynésie. Il ne veut pas tant parler de la Polynésie. Chaque fois que la question polynésienne arrive devant la 4e commission internationale, la 4e commission sur la question de colonisation, de décolonisation, et représentant à la France qui a fait intervention, parfois il a sorti de ça là, il a tempêté, il ne veut pas tant parler de la Polynésie, en les liste les pays à décoloniser. Et pourquoi? Pour une raison simple, il faut comprendre le problème de la colonisation par rapport à la France. Souvent, nous avons dit que la Guadeloupe, la France qui a mis l'argent ici, enfin nous connaissons les lieux communs, c'est ça que. Sans que vous compreniez, c'est que la Guadeloupe, les colonies de la France, sont richesses immenses. Les dernières colonies. Oui, les colonies actuelles. Sont richesses immenses pour la France. Là, on parle de la France, nie à peu près 500 000 km² de surface terrestre. Et la France, c'est la deuxième puissance maritime, enfin, pas maritime, c'est-à-dire la zone exclusive, économique exclusive, c'est-à-dire des bitins qui est répartis au niveau mondial, qui est reconnu au niveau mondial. La France, qui a trouvé, derrière les États-Unis, les États-Unis, c'est 12 millions de kilomètres carrés. Ouais. La France, qui a trouvé 10 millions de kilomètres carrés, après l'Australie, à peu près 9 millions de kilomètres carrés. Et ainsi, les 12 millions de kilomètres carrés, la Polynésie tout seul, qui a représenté plus de 4 millions de kilomètres carrés. Ouais. Donc, là, quand vous avez un pays, il ne faut pas voir un pays, il n'y a pas les surfaces émergées, il faut voir un pays dans son maille, parce qu'il y a autant de richesse sur la terre qui est en bas à la mer. Donc, là, on a 4 millions de kilomètres carrés pour la Polynésie, son étendue immense. C'est ça qui a fait que la France aussi puissante au niveau économique, et il ne veut pas lâcher ça. Ouais. Et c'est pour ça que s'il peut faire des concessions, parfois, il peut admettre, parce qu'il ne peut pas faire autrement aussi, hein,
à la Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Pour la Polynésie, vraiment, il fermait ça, il pas question, 4 millions de kilomètres carrés, pas question de 4 millions de kilomètres carrés. Et contrairement à ça, il faut que nous comprenions ici aussi, c'est que la Guadeloupe, si Guadeloupe, nos pays, nous, a représenté près de 90 000 kilomètres carrés. La Guadeloupe, ce n'est pas 1600 km². Oui, en puissance maritime. Oui, en surface à la Guadeloupe, parce que ça a reconnu comme appartenant à la Guadeloupe par les instances internationales. Donc la Guadeloupe, c'est 1600 km² de surface. Terrestre. C'est vrai, mais c'est 90 000 km² de surface. C'est ça qui appartient. C'est ça la richesse de la Guadeloupe. C'est ça surface en nous, en réalité. Il faut bien conscient de ça. Et ça veut dire que 90 000 km², c'est surface à la Guyane. Donc la Guadeloupe, c'est en surface maritime et terrestre, c'est 90 000 km². Donc tout ça qui a fait que la France n'y a intérêt. Et c'est ça qui a fait grandeur, c'est ça qui a fait que le blaguer tout partout, c'est ça qui a fait en fait que la France est en puissance de ce type. Et c'est ça qu'il ne veut pas perdre. Donc, voilà. Alors, pour venir à la question là, ça veut dire que l'ONU, pour qu'on y est là, il ne veut pas tant parler de ça pour la Guadeloupe, la Martinique. Non, ça, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas posé une question là. Non, pas du tout. L'ONU n'a pas fait à ça. Ça qui nie, c'est qu'il faut nous, Guadeloupéens, entamer une démarche qui ni monter, qui ni descendre, parce que son but de lobbying, l'ONU, c'est à peu près 190 États. À 690 États, on peut trouver des gens que la France qui est influencée, qui est imposée, qui fait des butins, qui est empêché s'ouvrir l'Assemblée. Parce qu'il n'y a pas le Conseil de sécurité qui apprend ça comme c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est les 190 pays, 193 ou 190 pays qui ont prononcé est-ce que la Guadeloupe sont colonie ou pas. Donc c'est à nous, Guadeloupéens, à faire ça qu'il faut pour que nous présentons un dossier qui tienne la route, qui a représenté en réalité, et qui a prouvé que nous sommes toujours en colonie. Et à ce moment-là, nous avons présenté ça au C24, et c'est les instances internationales, l'ONU, la 4e commission, qui a voté à la fin, en décision, la Guadeloupe, si en colonie ou pas, la France, on voit, dans l'ensemble des 193 États, la France est on voit qu'on y est tout, qu'on le Vanuatu, qu'on d'autres pays, on voit. Chaque monde, on voit, pas ni monde qui dit 10 voix, ni 5 voix. Donc ça veut dire que nous avons un travail diplomatique à mener. Absolument, c'est ça que nous avons fait. C'est ça le travail en nous, c'est de contacter des mondes, contacter des pays, contacter des organisations, et pour que nous ayons des appuis internationaux qui permettent que nous inscrivons la Guadeloupe en élice à les pays décolonisés. Et c'est pour ça que nous voulons faire ça ensemble, avec d'autres organisations. C'est aussi pour ça. C'est pas facile. Ça peut être facile, mais on peut penser pas pessimiste, non, pas du tout. Et il y a d'autres bits aussi, c'est que nous avons essayé que nous obtiennent pour la Guadeloupe ou pour les autres colonies françaises en place en disant la structure des pays non alignés. Parce que c'est une structure qui, donc en tout cas 120 pays, qui est assez influent dans le monde, qui n'a plus de chance. Parce que si nous arrivons à la France, la France, la Suisse, les États-Unis. Les pays occidentaux en général, pas dans les pays non alignés. Parce qu'à l'origine, les pays non alignés, c'était des pays qui partaient donc alignés sur les États-Unis et partaient alignés sinon plus la Russie. Donc c'est des pays un peu... Voilà, c'est ça qu'a représenté jeudi là. Ça a créé le Sud global. C'est un peu la nouvelle expression. Donc les non alignés, c'est les représentations, c'est un peu la représentation du Sud global. Donc on est des pays qui sont très favorables à ce que nous, qui est dans cette voie. Si nous arrivons à ce que nous intégrer, parce que peut-être les gens passent à ça, le FNLKS, c'est-à-dire le Front Kanak, la Libération nationale et socialiste, il est membre des pays non alignés. Il est membre. Il y a un statut de pays associés. Il y a membre, il y a l'Assemblée générale à l'ENAM, le FNLKS invité, chef à le FNLKS, il a parlé avec Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, président le Brésil, au même titre, il a reçu à l'ENAM comme un pays. Alors, avant de nous parler des petits points de la Kanaki tout à l'heure, est-ce que l'action diplomatique là, ça, pour qu'on y est là, Zoka mené en direction des pays de la Caraïbe, qui gens, ils ont risqué de recevoir nous, parce que ni CARICOM, ni l'IOSS, ni un paquet de pays en Caraïbe là, et en passant, vous dites-moi, est-ce que vous avez essayé de toucher ces pays-là, ça?
Alors, si vous voulez, alors, on a plusieurs organisations dans la Caraïbe. Oui, bien sûr. Le PIPITIDA, ça représente les petits pays de la Caraïbe. C'est l'OCS, c'est l'organisation des pays de l'Est Caraïbe. On y a un petit peu plus grand, qui c'est la CARICOM, qui a occupé 17 pays, qui a juste au Guyana, Suriname, et tout ça, et Belize. Et on a d'autres plus grands encore, qui ont créé la CELAC, qui a occupé tous les pays du CARICOM, tous les pays de l'OCS et tous les pays d'Amérique du Sud. Ouais. Donc ça, c'est un plus grand organe qui a regroupé les pays en zone en nous. Alors nous avons des contacts avec des pays de l'OCS, c'est-à-dire les petits pays comme nous, hein, Sainte-Lucie, Antilles, etc., Sint-Maarten, etc. Donc c'est ça en direction ça nous caille. Nous avons de très bons contacts avec des gens qui sont en Barbade, qui aussi intéressés à soutenir nous en ces questions-là. Mais ça qui est difficile pour les États de la Caraïbe. Hein. Oui, parce que les États-Unis et la France ont une forte pression, même si ils ont discuté avec eux comme ça en bilatéral. Ils ont comprendre, ils sont sensibles à discours à nous, ils veulent que nous intégrions réellement la communauté caraïbe. Il ne faut pas oublier que dans la petite Caraïbe, la Guadeloupe, c'est l'un des plus grands pays de la petite Caraïbe et le plus peuplé de la petite Caraïbe. Donc, nous plus grands qui Barbade, nous plus peuplés qui Barbade, nous plus grands qui Sainte-Lucie, nous plus peuplés qui Sainte-Lucie, etc. Et là, on comprend tous les pays de la petite Caraïbe. Antigua et compagnie, ouais. Oui, Antigua, que tous ces pays-là, ça. Donc, c'est important, que des pays qui, à échelle, c'est des grands pays, comme la Guadeloupe, et intégrer structure-là, ça, qui l'OSS. La Guadeloupe, pas dans l'OSS, hein, officiellement, la région Guadeloupe. Non, la CARICOM, non. À l'OSS. Mais c'est pratiquement une sorte de présence qu'on fait là. Il n'y a pas ni vraiment travail d'intégration de la région Guadeloupe dans la structure là. Ça. Bon, ça peut faire, parce que ça a existé, ça peut permettre nous. Et un idée qui est important, ça son appel en café, les collectivités qui en Guadeloupe paient aussi, soutiennent des démarches. Si vous croyez dans ça, hein, bien sûr, soutiennent. C'est ça qui, on démarche comme ça qui entame en Guyane, par exemple, où le président de la collectivité là, c'est possible qu'elle soutienne ou faire une déclaration pour dire qu'elle est d'accord pour soutien pour que la Guyane dans les listes des pays à décoloniser. Ouais. C'est important aussi dans des démarches que nous avons entamées, que des élus, des gens qui élus, hein, qui ont des postes qui ont représenté la population là, disent oui, il y a joindre le mouvement là. Ça qui était bien, c'est qu'effectivement, qu'il y a un vaste mouvement guadeloupéen, martiniquais, guyanais, un vaste mouvement de fond avec des élus, avec des organisations, avec des associations culturelles, tout ça qui a un sens là, ça, et qui a dit que oui, il a souhaité que la Guadeloupe en lisse à les pays des colonies. Ça a été des démarches là. Alors, il faut nous venir sur l'actualité quand même, puisque semaine passée, il y a toute une délégation guadeloupéenne qui partit en Kanaki. Il était dans le congrès à FNKS. Non, il était dans le congrès le FID. Oui, et le FNKS aussi fait congrès. Oui, après. Après. Et il a créé, d'après ça en vrai, un fonds international de décolonisation. L'ANJ, dans son choix qu'elle a fait. Oui, c'est-à-dire que, bon, nous n'y contactons tous ces camarades, ça, hein, qui les camarades qui, le Kanaki et Polynésie et tout ça, nous on contacte avec eux permanent, j'ai fait plusieurs actions avec eux, plusieurs réunions, plusieurs groupements, puis tout ça, même les camarades qui sont Martinique, le Palima, par exemple, et tout ça, nous avons une structure d'ailleurs, que nous avons créé ici, Guamagui, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous avons fait une réunion en Martinique, nous faisons en Guyane pas longtemps, et nous avons normalement en avril en Guadeloupe, ça a regroupé dans toutes les organisations anticolonialistes de Guadeloupe, Martinique et Guyane. C'est une structure qui a fonctionné, qui n'y ont vie. Alors, pourquoi l'ANJ n'est pas dans le front? Bon, pour une raison tout simple. C'est-à-dire que l'on a analysé la question à front là, ça, qui, déjà, au départ, on a dit que c'est une bonne chose. Le front n'a pas mauvais bité. Mais l'on a analysé la question à front là, ça, l'on a regardé les différents pays qui y a dedans. Nous comprenons la Polynésie. La Polynésie, c'est une organisation.
a représenté les idées indépendantistes. Ou quoi prendre la Kadaki sur un front, sur le front, d'accord. Ou quoi prendre en Guyane, c'est l'organisation, c'est le MDES. Ou quoi prendre même Martinique, c'est une sorte de, il n'y a pas au front, mais il y a une coordination qui a fonctionné. En Guadeloupe, nous n'avons pas dit ça. Nous ni plusieurs organisations, chaque fois nous avons parlé de manière un peu éparse, etc. Nous avons travaillé avec ces camarades-là. Nous n'avons pas dit pas un problème avec ces organisations-là, mais ça nous a dit, c'est que pour nous participer au front conseil, pour nous crédibles en tant que Guadeloupéens, on ne va pas parler des autres, on va parler de la Guadeloupe. Pour nous crédibles, il faut nous-mêmes nous capables de faire unité à nous. Si vous ne pouvez pas faire unité à Kazao, vous ne pouvez pas valablement, si vous voulez, présenter avec des voix pour poser un front avec les autres. Donc, c'est des démarches-là que nous avons entamées. Bon, c'est comment on a fait choix. Bon, Eurolibre, c'est des organisations indépendantes. Chaque monde qui a fait analyse à eux, à l'organisation à eux. Mais nous qui travaillons ici, nous voulons travailler à ce que nous créons une véritable coordination qui a fonctionné ici, qui a rassemblé toutes les organisations, des patriotes aussi un pays indépendants, tout le monde qui voulait que Guadeloupe sorte là, que nous arrivions en inscription sur la liste des pays à décoloniser, que nous travaillons ensemble. Même si nous ne sommes pas dans la même organisation, mais que nous faisons que nous sommes une entité représentative des anticolonialistes guadeloupéens. Et à un moment-là, ça, si vous voulez, c'est qu'en condition qui nous est plus fort dans le front-là, ça nous est plus percutant. Donc, nous n'avons pas de problème. En octobre, nous on série d'organisations qui fait fête à drapeau là, il a une initiative là-dedans. Oui, mais nous avons l'habitude de faire débuter ensemble. Mais pour l'instant, pas des structures réelles, permanentes, qui ont charte, qui ont. Ça, Kevin, oui, pas pessimiste. Pour moi, c'est une question de calendrier. Ça qui arrive. Alors, ni avant-dernière question de vous dire, l'année là, ça nous en 2025, on va songer ça. Nous avons qui fait à bonne veine. Oui. Ça a fait presque 40 ans. C'est 40 ans. Le 4, 5, c'était le 5, 6, 7 avril 85. Est-ce que nous avons oublié ça? Ah non, il n'y a pas de question. Nous avons travaillé sur ça. Nous avons un projet. Oui, nous avons un projet. C'est-à-dire que, vraisemblablement, nous faisons une manifestation. Bon, s'il fait dans les conditions que nous avons envisagées et qu'on un butin qui est très important. Ouais. Non, mais nous ne pouvons pas oublier ça. Nous voulons c'est-à-dire que nous ne voulons pas vraiment faire une commémoration. Nous ne voulons pas faire une bonne veine bis. Ça, nous voulons faire, ça nous a proposé des faits, c'est une véritable conférence, une nouvelle conférence sur les dernières colonies françaises. Avec les pays étrangers en responsable. Avec les pays étrangers, avec des comme ça. Enfin, pour l'instant, comme ça en discussion, comme ça. Il peut être cuit, identifié, il peut être cuit. Donc là, il est cuit, bon, nous, tout le monde qui est au courant. Mais nous pas oublier date là, ça, c'est très important. On est venu dans le congrès à ce fait en juillet, et ils ont manifesté des yeux à participer à l'élection Kavin là. Oui. Est-ce qu'ils ont commencé à travailler sur ça? Oui, nous bientôt, nous allons présenter certainement des candidatures dans certaines communes. Pas toute la Guadeloupe? Non, nous allons présenter des candidatures ces jours-là si certaines communes. Peut-être après, nous allons développer les autres, parce que ça, nous avons envisagé des faits, c'est de participer en tant que la liste nous, dans certaines communes, et peut-être dans des collaborations avec d'autres groupes, d'autres mondes qui progressissent dans d'autres communes. Mais nous sommes présents, ça c'est certain. Et présents aussi dans dimanche à Losbar? Alors, il invite nous à dans. Il invite toute organisation. Il invite toute organisation. Donc, nous pouvons faire la politique d'achat vide, nous sommes présents, nous pouvons intéresser à toutes les questions guadeloupéennes. Bon, il y a une position à yo. Est-ce que ça peut arriver réellement à l'autonomie? Parce que j'ai une position pour l'autonomie, et là, on regarde ça, l'Osbar a dit, son manière aussi de l'autonomie. Oui, c'est-à-dire c'est un peu un petit tchololo, mais enfin, nous que ça, nous que ouais. Pas bon. Nous que ouais. Ça qui est certain, c'est que premier bité, faut reconnaître que pour que ça ait vraiment un sens politique, il faut qu'on reconnaisse que la Guadeloupe sont colonies. Oui. Donc si c'est une colonie, nécessité de décoloniser. Oui. Donc qui j'ai nous décoloniser, avec qui monde, comment, qui sont les les monde qui comptent la colonisation, qui j'ai encore organisé pour ôter la Guadeloupe là. C'est ça la question là. Tout le monde qui voulait faire un bout de
Chimay qui voulait en ce sens-là ça. Nous célèbre révolutionnaire qui a dit unir tout ce qui peut être uni dans l'intérêt du peuple tout entier. Ouais. C'est Chimay à l'ANG? C'est Chimay, non. Ben, M. Tatsan, quoi dire merci, ministre des Affaires étrangères de l'ANG. Un ministre. Ah, mais mon cher, c'est vous qui avez fait tout le déplacement. On pas posé aux questions à Sidavzé, au Bédjan, on connaît parce que c'est très sensible actuellement. Oh, moi, on va dire mais non, parce qu'on sait que la France est innocente par rapport à la Bédjan. Ça répond, encore répondre. Non, on dit que les Français, quand à chaque fois, on a fait un drapeau à la Bédjan, écoutez. C'est facile. Alors, on fait deux remarques avec ça sous forme de boutade. La France pâtait en ingérence. Là, vous voyez Lafayette pour aider les Américains à l'indépendance. C'est pâté l'ingérence. Et pourtant, Lafayette, je l'ai reconnu comme un héros national français, un héros national américain. D'accord. La France, pas vrai que la Russie est entrée en territoire pour libérer du joug nazi. Pas vrai que la Russie était fait ingérence. Là, il a posé la question là, il a demandé aux États-Unis. Pourquoi vous vous alliez à Kadhafi, à Fidel Castro, etc. Vous avez ces gens qui ne sont pas pour, comment ça s'appelle, enfin, droit des peuples, etc. Enfin, et en même temps, la France, il soutient les africanistes, il soutient les gens qui étaient d'accord avec l'apartheid, etc. Donc, on peut reprocher les Mandela d'être soutenus par des gens comme Castro, mais vous soutenez tout le monde qui a massacré en Afrique du Sud. Donc, pour nous, pas de problème avec ça. Nous savons ça, nous voulons. Nous savons que nous sommes indépendants en nous. Nous savons quelle orientation nous voulons combat à nous. Tout le monde qui voulait porter soutien à combat à nous, il est bienvenu. Et c'est tout. Bon, la France qui a fait ça, il voulait. Nous pas censés, nous, Guadeloupéens, être l'ennemi à la France. L'ennemi à la France, c'est l'ennemi et l'ennemi à la France, pas l'ennemi à nous. C'est tout. Bien. Merci de venir de toutes ces explications-là. Ça a été peut-être nécessaire pour nous, Guadeloupe, connaître si bien, parce que nous ne pouvons pas avoir l'ANG assez souvent ici. Des vidéos à même Mandela va passer là. Oui, une vidéo à Mandela là, justement, c'est ça. Merci. Voilà, il est 12h59, nous allons prendre une petite pause et nous allons retrouver dans un petit moment avec la restant des invités, Emina Dimar et Aline Mijoua tout de suite. Bienvenue sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, nous sommes en deuxième partie. On va nous recevoir Emina Dimar. Bonjour. Bonjour, Dani. Et bonne année. Bonne année à toi aussi, bonne année aux téléspectateurs. Et Aline Mijoua qu'on reçoit avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Et bonne année aussi. Merci beaucoup. Il te reste encore 2 ou 3 années à faire au ZCL. Donc, je l'ai dit en direct, donc on ne peut pas échapper. Et bonjour, monsieur Lima. Bonjour. Photographe, artiste, etc. Et s'il est là, c'est sûrement il y a quelque chose dans Léo. On va en revenir. On revient à l'actualité avec Emeline, avec tu vois, j'ai déjà l'Emeline dans la tête. Ah là là là. Il a déjà oublié mon prénom. Oui, Iman News. Donc, on va parler du SDIS et du nouveau simulateur de feu réel. Donc, pour améliorer la formation et la préparation des équipes, le SDIS se dote d'un nouveau simulateur de feu réel, donc pour s'entraîner dans des conditions proches de la réalité, tout en assurant une sécurité maximale. On va avoir un reportage d'Olivier Félix qui est à Vieux Habitants pour voir ce nouveau simulateur. Un bel outil que nous mettons à la disposition de nos sapeurs-pompiers. Je crois qu'il est important, comme nous l'avons dit dans le discours ce matin pour les vœux, de mettre l'accent sur la formation. Il est important que lorsque nos sapeurs-pompiers, lorsqu'ils se présentent sur des situations critiques comme des incendies, qu'ils soient déjà au fait de cela. Donc cet outil leur permettra d'avoir une première approche de ces difficultés. Et donc il est important pour nous de rester dans cette logique-là. Nous mettons à la disposition un ensemble de moyens. Il y a cette volonté du président Guy Losbar de donner aux SDIS de Guadeloupe l'ensemble des moyens, mais aussi d'avoir des sapeurs-pompiers qui sont dynamiques, qui sont volontaires, qui sont formés. Et j'ai l'avantage de les
avoir très professionnels à mes côtés. Et donc, naturellement, cet outil répondra à une certaine exigence puisque c'est une innovation dans la Caraïbe. C'est l'un des premiers dont dispose aujourd'hui la Guadeloupe. Ça nous permettra de pouvoir éventuellement coopérer avec ceux de la Martinique, de la Guyane, mais également de tous les États de la Caraïbe. Et je pense à nos collégiens, à nos lycéens également qui travaillent, qui veulent se former à la sécurité. Et bien, plutôt que d'aller en Martinique, par exemple, pour avoir un minimum de formation, ils pourront faire l'économie de ce déplacement et rester en Guadeloupe et utiliser cette structure du SDIS pour pouvoir répondre à cette exigence de formation. C'est important parce que quand on est face au feu, en fait, on est confronté à une vraie difficulté qui est liée aux flammes, qui est liée aussi à la respiration de vapeur. Et donc, pour sécuriser nos sapeurs-pompiers, il faut savoir agir par rapport au feu. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est la coopération internationale. Grâce à ce caisson, on va pouvoir travailler avec les autres pays de la Caraïbe pour pouvoir travailler selon un programme qui s'appelle INSARAG, de coopération internationale pour faire face à des phénomènes de feu. Et puis, dernier élément, il est intéressant ce caisson feu par rapport à nos formations maritimes en Guadeloupe, notamment au lycée Blanchette, où normalement il y a une formation en Martinique qui va pouvoir désormais se dérouler en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est une obligation pour les sapeurs-pompiers, pour pouvoir intervenir sur les feux, d'avoir cette formation. Donc tout le monde va y passer. Et donc d'avoir ça à vieux habitants, voilà, félicitations aux SDIS, d'avoir un équipement public pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe, qui se trouve à vieux habitants. Ça a été une volonté politique et comme on dit souvent, quand il y a une volonté politique, il y a un chemin. Voilà, eh bien c'est l'heure des chroniques, la chronique ABC des entreprises, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu. Oui, c'est oui. vrai. Donc comme c'est la nouvelle année, donc on a une nouvelle chronique. Générique, c'est parti. C'est vrai que le générique mérite d'être changé. Il y a même des noms qui vont changer depuis. C'est vrai, à l'époque, elle était à Desmar, maintenant elle est à Desmar Maragnès. Et on la retrouve aujourd'hui sur le thème du départ des salariés. Alors, comment, ou des dirigeants, comment ça se fait, quelles sont les procédures qui sont mises en place? Alors, c'est vrai qu'en termes de départ, il y a plusieurs typologies de départ. Et c'est vrai que ce sont des éléments qu'il faut pouvoir anticiper au sein des entreprises. Et j'ai choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur le départ que ce soit des salariés, des associés ou encore des dirigeants. Pour les salariés, donc en général, on va retrouver 4 types de départ. Soit effectivement, on peut avoir une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle ou encore une fin de contrat à durée déterminée. Fin de CDD, c'est aussi une modalité de départ du salarié. Et comment le salarié doit s'organiser pour démissionner, quand il veut démissionner? Alors, il faut savoir quand même, et je pense que très peu de personnes le savent en France, ou en Guadeloupe tout court, que le salarié a la possibilité de démissionner de façon verbale. Ah bon? C'est tout à fait possible, mais la difficulté, c'est que la démission doit être claire et non équivoque. Et donc, par principe, on préfère effectivement qu'il y ait un écrit de telle sorte que cela soit matérialisé et entériné dans le marbre. En gros, normalement, pour démissionner, il n'y a pas de formalisme requis. Je peux arriver et te dire, bonjour Danick, je démissionne du ZCL, c'est terminé, 3 mois. Et je peux dire non. Tu as le droit de dire non, mais j'aurais formulé ma démission. Et en sachant quand même que... Au-delà de ça, lorsqu'on démissionne, il y a l'obligation de mentionner effectivement le préavis, ainsi qu'en cas de litige, cela permet aussi, le fait de l'avoir écrit, de pouvoir démontrer que la démission a été donnée de manière volontaire et réfléchie, et surtout qu'il n'y a pas juste eu en fait une discussion non officielle, justement, par rapport au fait que ce soit verbal. Ensuite, pour l'employeur, le risque, c'est qu'en absence de preuve écrite, que ce dernier puisse considérer ce départ comme étant une démission. Enfin, il est risqué de considérer un départ comme une démission alors que ça n'en est pas vraiment une. Donc, c'est vraiment le côté non équivoque et clair qu'il faut maintenir dans le cadre de ce type. Et l'employeur, à ce moment-là, a des obligations par rapport aux salariés? Alors, si, lorsque un salarié démissionne, il y a l'obligation par la suite, une fois que le préavis est respecté ou pas, il y a la possibilité pour l'employeur de dire au salarié qu'il n'effectue pas de préavis, donc c'est la dispense du préavis, mais en tout état de cause, au moment de la sortie du salarié, on va lui remettre ses documents de sortie, donc solde de tout compte, certificat de travail, attestation ACEDIC à l'époque, on va dire ça comme ça, et les indemnités auxquelles il y aurait droit par rapport à la démission, que ce soit indemnité compensatrice de départ à de congé payé, pas de départ à la retraite, de congé payé ou autre.
Il y a la question du motif du licenciement, s'il est licencié à ce moment-là. Alors là, on parle plus de démission, les cas de licenciement. Alors déjà, cas de licenciement, 2 cas. Soit pour motif personnel ou alors pour motif économique. Personnel, en général, ce sera en cas de faute du salarié, faute, insuffisance professionnelle ou inaptitude. Par contre, on va parler d'économique, de licenciement pour motif économique quand la société rencontre des difficultés dans son fonctionnement au quotidien et que cela nécessite éventuellement une réorganisation de l'entreprise. Donc, il faut rappeler quand même que dans le cas d'un licenciement pour motif économique, il faut des conditions quand même strictes. Donc, vérifier que la structure est vraiment en difficulté avant de pouvoir se lancer dans ce type de procédure qui peut être remise en question. J'ai entendu parler du licenciement de 2 personnes à la région par Richalus, disant que la région n'avait pas les moyens de payer ses 2 salariés, et finalement, ça avait l'air du bluff. Alors, mais dans ce genre de licenciement, il y a un risque de requalification du licenciement en licenciement abusif. Oui. Et donc, qui dit licenciement abusif dit indemnité assez conséquente pour l'entreprise. Donc, toute entreprise qui entame une procédure de licenciement, en général, doit se faire entourer soit d'un conseil expert comptable ou alors un avocat. En général, on laisse la mission aux avocats qui sont beaucoup plus calés sur cette partie-là afin de sécuriser la procédure de licenciement. Et donc, il y a une procédure qui est stricte, un entretien préalable obligatoire avec le salarié, même si en fait une convocation, donc un entretien préalable, même si le salarié, on ne peut plus le supporter ou qu'il a fait une faute extrêmement grave. Une dernière fois. Exactement, on est obligé de le revoir. Convocation qui doit être faite en lettre recommandée ou remise en main propre. Donc, il faut toujours faire attention avec accusé de réception. Et en sachant qu'après l'entretien, l'employeur, lui, notifie la lettre de licenciement qui correspond donc à ce départ officiel qui doit être fait par lettre recommandé avec accusé de réception, en sachant que dans ce courrier, il est impérieux de préciser le motif du licenciement. Oui. Et ensuite, l'autre contrainte du licenciement, et pourquoi se faire entourer par de bons professionnels, c'est qu'on a une obligation de respect de délais légaux, qui est vraiment très stricte, entre l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, ainsi que le respect du préavis. Et enfin, là où ça peut être parfois moins drôle, c'est le calcul des indemnités de licenciement obligatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés. Donc, ça fait quand même un calcul assez lourd. Oui. Quand un employeur décide de se séparer d'un salarié, il faut pouvoir anticiper cela et faire ça correctement. Bien, alors, il y a un autre type une autre manière de quitter l'entreprise, c'est la rupture conventionnelle. Alors, Danick, celle-là, c'est la rupture qui est la plus plébiscitée, en fait. Oui. En 2023, par exemple, il y a eu 3715 ruptures homologuées en Guadeloupe. En Guadeloupe ? En Guadeloupe seulement. Et donc, c'est vrai que c'est un chiffre qui a été en nette augmentation pour freiner les employeurs et les salariés. Surtout l'employeur. La loi a prévu une augmentation du taux de forfait social sur le calcul de l'indemnité, puisque c'est vrai qu'on détermine l'indemnité... Sur le nombre d'années Sur le nombre d'années, effectivement, passées dans l'entreprise. Donc, l'indemnité est calculée de la même manière que pour l'indemnité de licenciement. Oui. Mais cette indemnité peut être négociée à la hausse avec le salarié. D'accord. Et donc, effectivement... c'est une modalité qui permet d'assouplir les départs, mais au vu de la multiplication, il y a une tentative de réfréner ce mode de séparation, mais c'est celle qui permet aussi d'éviter par la suite les litiges prud'homaux, puisque négociés. L'employeur peut refuser une convention? Alors, il faut savoir que le salarié a la possibilité de refuser une rupture conventionnelle sans problématique. L'employeur a la possibilité de refuser, mais attention, il y a la problématique du motif légitime qui doit pouvoir être invoqué. Donc, c'est vrai que sur la partie employeur, par contre, le refus est un petit peu plus contestable. Mais ça, c'est à voir avec aussi toute la partie juridique, selon conditions. Alors, est-ce qu'un associé peut quitter une société? Alors là, on a parlé de la partie effectivement salariale. Maintenant, pour la partie des associés, oui, effectivement, l'associé peut sortir de la société. Donc là, on parle des détenteurs du capital, soit en cédant ses parts ou actions, ou en demandant un retrait volontaire, ou encore, il peut être exclu bien simplement de la société si les statuts de la société le prévoient. Et il faut effectivement prévoir les cas spécifiques. Et comment on peut céder ses parts quand on est dans une société? Alors, en général, lorsqu'on est quand on est associé, SARL ou SAS, quel que soit, il faut évaluer en fait la valeur de la société ou faire évaluer la valeur de la société par un professionnel. Et sur cette base-là, on va déterminer la valorisation donc d'une part de cette société. Et donc, soit
l'associé vend à un des actionnaires qui est sur place, en fonction de ce qui est prévu par les statuts, s'il y a un des associés qui veut reprendre ses parts. Soit il vend à un tiers, mais attention, il faut faire attention à l'existence de clauses spécifiques, clauses de préemption ou d'agrément. Ou alors, la société elle-même peut racheter les parts de la société pour pouvoir permettre la sortie du salarié, de l'associé plutôt. Et on peut exclure être exclu d'une société? Oui, alors c'est possible, mais par contre, l'exclusion entraîne l'obligation d'une cession forcée des parts. Et donc là, on est vraiment sur du judiciaire. Donc il faut vraiment respecter les règles qui sont établies dans les statuts et être très vigilant à ce niveau-là. Et à quel moment un dirigeant peut quitter une société? Alors maintenant, on parle du départ du dirigeant. Donc un dirigeant peut également démissionner. Il peut aussi être révoqué à l'Assemblée générale. Donc un dirigeant fautif peut être sorti par les associés, puisque n'oublions pas que les associés détiennent le capital. Le dirigeant, c'est celui qui a la fonction de direction. Où il peut aussi arriver au terme de son mandat, ou être contraint aussi tout simplement de partir pour cause judiciaire, ou alors partir à la retraite. Et je n'ai pas osé l'aborder dans cette chronique, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres cas de départ, tels que malheureusement l'appel vers d'autres cieux, donc la mort. Donc c'est vrai que ce sont aussi des cas qu'il faut aussi anticiper, et notamment dans le cas du dirigeant. Le dirigeant qui va démissionner, il présente son courrier de démission bien bêtement, par écrit. Et si nécessaire, il peut faire tenir une assemblée générale pour nommer un successeur. Et par contre, dans le cas d'une révocation, le dirigeant peut avoir droit à une indemnité spécifique. Si jamais, la révocation, ça veut dire que c'est un peu comme l'exclusion. C'est que ce sont les associés qui ont décidé. Il perd ses parts quand il est révoqué? Alors ça dépend, parce qu'il faut savoir que le dirigeant n'est pas forcément actionnaire. On peut avoir des gérants associés ou des gérants non associés. S'il est associé, ce sont deux procédures totalement différentes. Donc là, on revient à la sortie de l'associé, qui peut être effectivement exclu, mais en tant que gérant, il est révoqué. Alors, en finale, en synthèse, comment une société peut-elle préparer le départ de ses dirigeants? Alors, il faut toujours prévoir des clauses qui sont spécifiques et qui sont adaptées. J'aime bien toujours le dire en début d'année, c'est le moment de toujours se poser des questions sur est-ce que mes statuts sont correctement rédigés ou pas? Est-ce que c'est prévu dans les statuts? Est-ce que c'est prévu dans le contrat de travail? Est-ce que tout est bien bétonné? Et surtout s'assurer de respecter les procédures légales, puisque comme je disais, dans le cas d'un salarié, il peut y avoir des remises en cause parce qu'on parle de litige prud'homal, mais dans le cas de départ d'associés ou de dirigeants, ça peut être du judiciaire. Et donc il faut bien anticiper éventuellement les transitions avec un plan clair en cas de succession. Donc tout départ doit être géré avec rigueur pour minimiser les risques de conflit et protéger les intérêts de l'entreprise. Et on peut même refuser un départ. Et on peut même refuser un départ. Mais bon, ça sont des cas spécifiques. On ne connaissait pas. D'accord. Mais merci, Evelyne. Comme tu dis, même l'intelligence artificielle ne ferait pas mieux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et jamais. Donc, on te retrouvera avec plaisir dès que possible. Exactement. Je ne donne pas de date. Pas de date, oui. Voilà. Mais en tout cas, merci. Il est 13h18, d'une chronique à l'autre, mais cette fois-ci, on va parler d'autre chose. On va parler des yeux. Je suis bien placé pour en parler. Et c'est le générique tout de suite de la chronique de Madame Mugeret. Madame Mugeret, c'est plus Optaline. Un petit calibre. Un petit calibre. Là, c'est parti. On nous prend en regarder. On nous prend en regarder, nous, petits boins, nous n'entendons pas voir nous. J'adore le générique. Merci. Vraiment. Bon, alors, c'est la période du carnaval, c'est vrai? Exact. Et l'autre jour, on faisait des essais, savoir physiquement comment supporter le carnaval, mais pour aller au carnaval, la première chose, c'est les yeux. Déjà. Il faut voir. On peut l'entendre, mais il faut d'abord voir. Exactement. Bon. Alors, quelles sont les précautions à prendre? Alors, c'est vrai que le carnaval est une période extrêmement festive, où on peut parfois manquer de vigilance sur certaines choses. Et l'une des premières,
c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'utiliser des lentilles, puisque en fait, on a soif de liberté au moment du carnaval. Et c'est vrai que pendant cette période-là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont recours au port de lentilles. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous avons des précautions à prendre. D'une part, parce que c'est un produit qui va directement sur l'œil. Donc, l'une des premières choses, c'est déjà d'anticiper. On parlait tout à l'heure d'anticipation, mais c'est aussi ça, c'est anticiper donc son besoin. Donc, ça veut dire que si on doit aller voir le médecin, l'ophtalmo, c'est prendre le temps déjà de prendre rendez-vous parce qu'un port de lentilles est obligatoirement soumis à une ordonnance, même quand on parle de lentilles fantaisie. Même les lentilles fantaisie? Même quand on parle de lentilles fantaisie. Et c'est souvent l'erreur qui est faite, parce qu'on se dit, bon, on porte des lentilles juste pour un soir, mais on ne doit surtout pas oublier que c'est un objet qui est médical et qui est posé directement sur l'œil et qui peut créer donc des infections, des allergies, etc. Donc, la première des choses, donc, anticiper son besoin, donc, voir son médecin si ça doit être le cas. La deuxième des choses, c'est se rapprocher le plus rapidement de son opticien pour passer la commande, puisque les lentilles ne sont pas toujours en stock, et surtout pour des corrections spécifiques. Donc, avoir ce réflexe déjà d'anticiper son besoin. Et quand il s'agit de lentilles, la première des choses, quand on parle de lentilles, c'est d'hygiène. Et donc, toute lentille doit être manipulée avec des mains propres. Donc, se laver les mains. Donc ça, c'est la première des choses. Être dans un cadre où l'hygiène est respectée, donc pour poser ses lentilles. L'autre chose, c'est... Moi, je préconise surtout en période de carnaval de porter des lentilles jetables, des lentilles d'utilisation unique. Ça permet de limiter justement les problèmes d'allergie, les problèmes d'infection. Et ça permet surtout de se prémunir en tout cas de ce genre de choses. Donc se laver les mains correctement avant toute manipulation. On parle souvent de maquillage pendant le carnaval et donc il faut savoir que pour les lentilles, il faut poser les lentilles avant de se maquiller et naturellement avant de se démaquiller, aussi. On va sortir les lentilles. Donc, on pose les lentilles avant le maquillage et on les sort avant le démaquillage pour éviter justement qu'il y ait des impuretés qui rentrent au niveau de l'œil. Pendant la période, on est souvent dans quelque chose de festif, donc éviter de se toucher les yeux à ces moments-là. Et moi, je préconise aussi d'avoir toujours un petit kit de secours, même quand on défile, parce que s'il y a un problème au niveau de la lentille, il faut savoir pouvoir la sortir, avoir ne serait-ce que des petites gouttes d'hydratation, le principe des petits, des unidoses au niveau des sérums Phi pour pouvoir réhydrater l'œil au cas où, ou même quand il y a de la fumée, quand il y a des choses qui peuvent altérer en tout cas la qualité de l'œil. Donc être capable de pouvoir, nettoyer l'œil au cas où. Et si vraiment on sent qu'il y a de l'inconfort, et il faut savoir écouter son corps à ce niveau-là, sortir la lentille. Donc, qui dit sortir la lentille, ça veut dire, d'avoir un étui pour pouvoir poser ses lentilles, et de deux, avoir surtout des lunettes de secours au cas où... Et les mains propres. Et les mains propres. Les mains propres. Oui. De préférence. Oui, parce que si on est en plein carnaval, en plein déboulé. Voilà, les mains propres de préférence, mais au cas où, s'il y a urgence, c'est sortir les lentilles de toute manière et au cas où, revoir son médecin si les problèmes d'allergie persistent. Bon, alors, et pour les lunettes? Alors, pour les lunettes, il y a des précautions? Alors, je dirais oui, les précautions sont aussi identiques dans le sens où souvent le carnaval, c'est la période où, en termes de vigilance, on perd un petit peu en vigilance, on est sur plusieurs axes et c'est vrai que les lunettes ne sont pas les choses auxquelles on va penser de façon première, mais pour les personnes pour lesquelles il est indispensable de porter des lunettes, la première des choses, on leur conseille déjà, d'aller voir leur médecin, d'aller voir déjà leur opticien avant, de manière à pouvoir redresser les lunettes, resserrer les lunettes, ajuster les lunettes pour qu'elles tiennent bien. On conseille, s'il le faut, de porter un petit cordon. Alors, c'est vrai que ça peut, pour certains, ne pas être très esthétique, mais ça reste discret malgré tout. Et ça permet surtout de ne pas les perdre. D'éviter, comme on le dit souvent, d'essuyer ses lunettes avec la chemise ou le vêtement, surtout dans ces cas-là, puisque c'est des risques où on peut rayer les lunettes. Avoir
quand on peut l'avoir, l'étui des lunettes si on doit le sortir ou le ranger. Et puis, quand on rentre à la maison, ben, pensez à nettoyer ses lunettes. Et je ne l'ai pas dit au niveau des lentilles, aussi quand on sort quand on a terminé, quand bal fini, eh bien, quand on rentre, même si on est très fatigué, il faut absolument sortir les lentilles et prendre le temps de se nettoyer les yeux, de laver, de nettoyer, etc. Alors, sur le maquillage, parce que j'ai vu tout à l'heure des images où Thierry était en train de maquiller des gens auprès des yeux, est-ce qu'il y a un danger, il y a une précaution particulière à prendre? Alors, comment ça s'est passé? Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui répond. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on parle de maquillage, on parle de produits qui peuvent nuire au niveau des yeux, où il peut y avoir des problèmes. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il faut des produits spécifiques. Et j'ai souhaité justement que Thierry Lima, qui est un spécialiste à ce niveau-là, il est artiste peintre, mais aussi spécialiste dans le domaine du body painting, qu'il puisse nous en parler. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que Thierry soit à nos côtés pour pouvoir parler de façon plus spécifique. Les images où Thierry est en... Alors, vas-y Thierry. Oui, bien sûr. Bonjour. C'est vrai que pour le maquillage make-up artistique, make-up artiste, c'est spécifique. C'est pas le même maquillage que le maquillage pas les mêmes beauté. Produits. C'est pas les mêmes produits. Il faut savoir déjà que on ne choisit pas n'importe quel produit pour se maquiller le visage pour cette période de carnaval. Il faut pas aller dans un magasin où on va acheter pas très cher. Il faut rester vraiment dans des normes européennes. Il y a certains magasins qui marquent CE, mais ce n'est pas avec les normes européennes. Il faut faire attention parce que ces produits ont des produits toxiques dans le maquillage. Oui. J'insiste, c'est très important d'aller chez des professionnels du maquillage qui ont les produits adéquats. C'est vrai que le maquillage artistique pour le carnaval est assez important en Guadeloupe depuis quelques années, ça fait une vingtaine d'années. Et je donne des conseils assez souvent à certains groupes ou des personnes qui viennent me voir. Il faut savoir que pour les yeux, comme Aline disait tout à l'heure, que pour les yeux, c'est important. Il y a des règles, il y a des méthodes qu'on fait du maquillage, soit beauté ou artistique. Et en maquillage artistique, c'est pas les mêmes que la beauté. Parce que nous avons ici en Guadeloupe une peau avec un pigment qui est assez vitaminé, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes ici, ou les personnes qui sont d'origine européenne, que le pigment n'est pas de la même manière que les nôtres. C'est pas le même vieillissement non plus de ces pigments. C'est vrai que pour le maquillage artistique, il faut garder une distance autour des yeux. On préconise pour les enfants de 0 à 7 ans un minimum de 1 cm pour les enfants. On peut diminuer jusqu'à 4 mm. Et pour aussi les personnes de certain âge, les personnes vieillissantes, pareil, 5 à 7 mm parce que la peau autour des yeux est très fragile et très sensible. Et comme Aline disait tout à l'heure, que certains produits ont vraiment des liants avec de l'alcool et qui font réagir les yeux. Important aussi, les yeux sont très sensibles autour. Et il ne faut pas oublier que quand on maquille, comment on maquille pour que ça ne puisse pas rentrer dans les yeux. Et c'est pour cela que quand on se maquille, qu'on veut mettre des lentilles, il est important de mettre les lentilles au minimum 30 minutes à 1 heure en amont pour habituer l'œil aux lentilles et au fonctionnement, au bouger. Et ensuite, on peut maquiller. Parce que si on met les lentilles après, si déjà c'est sensible les yeux, qu'on met les lentilles, mais on n'est pas habitué, on peut avoir des réactions tout de suite. Et sans les lentilles aussi, il faut savoir que dès qu'on passe trop près de l'œil, automatiquement, c'est naturel, l'œil pleure. Et plus on vieillit, plus l'œil pleure plus facilement. Et c'est instinctif et aussi par rapport au pigment. Alors, je pose une question au sujet, mais comme toujours, je pose quand même. Quand on voit des défilés où les gens sont avec du haut cou,
Oui. Alors, est-ce que c'est un produit qui est sensible à l'œil, enfin, qui peut causer des problèmes, ou il faut l'éviter, faire jusque-là, éviter le visage? Alors, non, on peut passer Je pense aux gens de Roukoum qui défilent régulièrement. Alors, c'est vrai que le roucou, c'est quand même ça fait partie de notre pharmacie naturelle, que bon, l'origine d'ici, c'est les Arawaks et les Amérindiens. Oui. Ils l'utilisaient. Oui. Et c'est vrai que le roucou, avant, était comme produit c'était du produit de maquillage pour les Amérindiens. C'était un produit de protection. Tout à fait. Et pour faire élargir les insectes autour du personnage. Et c'est vrai que non, il n'y a pas de problématique avec le roucou, mais toujours la même chose. Oui. Si on est dans un âge vieillissant, il faut essayer d'éviter d'aller trop près de l'œil. Oui, bien. Et puis surtout, sélectionner ces produits. Dans tous les cas de figure, on parle toujours de sélection de produits. Oui. Que ça soit d'un point de vue maquillage, que ça soit sur des produits naturels, c'est faire toujours en sorte que la chaîne d'hygiène soit toujours respectée, que ça soit pour du roucou, que ça soit pour tous les produits naturels que nous utilisons, que nous ayons toujours ce souci de propreté et de protection et de qualité du produit. Les images qu'on voit là sont des gens qui sont dans le carnaval ou qui seront dans le carnaval? Alors non, c'est des maquillages réalisés pour certains projets. Dans le tiers-lieu culturel habituel. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que, comme disait Aline tout à l'heure, c'est vrai que c'est important de choisir ces bons produits. Et la chaîne d'hygiène. Ne pas acheter un produit, laisser de côté pendant 5 ans et dire... Mais même avec... Bon marché quand coûte cher. Bon marché quand coûte cher, mais même avec un bon produit, mais si on le laisse trop longtemps de côté, parce que nous vivons sur une île où c'est humide, c'est humide, il faut vraiment le renouveler, pas dire « ouais mais ça m'a coûté cher, je vais le mettre à 5 ans après ». Non, il faut le vérifier. Déjà, à l'ouverture, ça dégage une odeur. Et de deux, on voit que ça s'effrite. Mais il ne faut pas l'utiliser, sinon là, il y aura une problématique pour... Une dernière sortie, quand est-ce qu'il y aura une exposition de photos? Une exposition... Enfin, une exposition, on va dire. Oui, normalement, on verra. C'est dans l'air? C'est dans l'air pour 2025. 2025? Je reviendrai. Au tiers-lieu habituel. Tout à fait. Optique Aline, une dernière chose, si les gens ont besoin de contact, ils ont besoin quand même un petit peu plus. Alors oui, s'ils veulent avoir d'autres explications, en tout cas avoir un complément d'information, ils peuvent toujours nous retrouver donc à Optique Aline. Nous sommes situés à l'assainissement, à l'ancienne clinique Le Mestre, pour ceux qui connaissent. À l'assainissement, c'est pas loin de là où il y avait le LKP. Et le numéro de téléphone où ils peuvent nous joindre, le 0590, il s'affiche sous l'écran. 84 30 44. Et nous recevons généralement sur rendez-vous. Ça nous permet d'être plus disponibles. Pas après 17 h. Oh, même après 17h, maintenant, ça va? Même après 17h, on peut être là dès l'instant, c'est sur rendez-vous. Il y a toujours des choses qui peuvent être organisées. Nous avons une équipe qui est présente, une équipe d'opticiens. Aline, on te verra avant la mi-carême. Bien sûr. Voilà, il est 13h33, on a débordé un petit peu, mais c'est normal. Il fallait donner la parole à nos deux chères chroniqueuses inoubliables et qu'on ne peut pas oublier. Et incontournable. Voilà. À très bientôt, vous deux. Au revoir, Danick. Au revoir, téléspectateurs. À très bientôt. Bye. À bientôt. Au revoir et bon carnaval à tout le monde. Oui. Voilà, bon carnaval. Ah oui, bon carnaval des yeux, surtout. Exactement, avec les précautions d'usage. On nous prend regarder nous et soignez-y, nous. Avec les précautions d'usage. Voilà, on prend la deuxième et dernière pause. On va recevoir tout à l'heure nos deux derniers invités. Dominique Virasamy, qui sera avec nous, le président du SNEG. Avec lui, on parlera de son voyage qu'il vient d'effectuer en France. Il va nous dire un peu ce que ça a rapporté à tout de suite. Seulement 13h39, je voulais dire, on va recevoir M. Dominique Virasamy. Bonjour Dominique. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs et surtout à la belle équipe de Canal 10. Et donc, nous la bonne année à tous. Et donc, il est président du SNEG, on va en parler, il revient d'un voyage là-bas en France. Mais avant, on termine avec l'actualité et c'est Ima News qui termine les dernières informations qui sont arrivées de Guadeloupe et de France.
Tout à fait, on va parler de la réouverture du golfe de Saint-François. Donc après une période de fermeture, le golfe ouvre ses portes à nouveau, permettant cet nouvel espace de détente et de sport pour les amateurs du golf, tout en contribuant à dynamiser l'économie donc du secteur touristique. On voit un reportage de Max Morel. C'est très attendu. Vous savez que le golfe est fermé depuis 2 mois. Mais avant, il était impraticable. Quand je suis arrivé en juillet 2024, il faut dire que le golfe était dans un état épouvantable. Et il a fallu très rapidement réagir. Et je tiens à remercier vraiment le président du conseil départemental qui nous a accompagnés, ainsi que le président du conseil régional, pour qu'on puisse remettre le golfe dans l'état où vous le voyez. C'est un produit touristique de qualité pour la destination Guadeloupe. Et bien sûr pour l'économie de Saint-François, puisque vous savez que le golfe fait vivre les commerçants, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les restaurateurs. Donc il fallait vraiment relancer le golfe. Ça n'a pas été fait sans difficulté. Ici, quand on est arrivé il y a 1 mois et demi, c'est vrai, on a trouvé un golfe complètement abandonné. Hein. Donc voilà, ici c'est 60 hectares hein, de terrain. Le parcours du golfe c'est 6 km. Il nous a fallu 30 personnes tous les jours hein, pour pouvoir réaliser ce travail-là, pour mettre ce golfe en état. On a enlevé ici 640 tonnes de déchets verts. On a élagué plus de 700 arbres et en barrière de clôture, 3 km 700. Donc ça a été un travail colossal. Très heureux, très heureux. On a attendu longtemps, mais très heureux. Je félicite le gars qui a participé aux travaux. Ça a été quelque chose de fait rapidement et bien fait. Écoutez, je suis satisfait que le golfe réouvre. Ça fait 14 ans que nous venons à la Guadeloupe. Cette année, quand je suis revenu, on m'a appris que le golfe était fermé. J'étais un petit peu surpris. J'avais amené tout mon matériel. Et là, je suis très satisfait que le golfe soit réouvert et que je vois qu'il soit bien entretenu et qu'il y ait une belle reprise avec des greens, des parcours en bon état. C'était un produit qui était attendu, l'ouverture du golfe. Ils étaient impatients. On recevait tous les jours des messages pour savoir quand est-ce que le golfe va réouvrir. Vous savez, le golfe, c'est comme la drogue, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je ne suis pas joueur, mais quand on y touche, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc, moi, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir dire que le golfe de Saint-François est ouvert et que nous sommes dans une politique de développement pour ce golfe qui va monter crescendo en qualité. Voilà, donc pour les amateurs de golf, ils sont donc contents. On va parler maintenant de Parcoursup et de cette journée porte ouverte qui a pu se faire au lycée de Bainbridge pour justement permettre aux élèves de découvrir les nouvelles filières, les filières proposées, les métiers auxquels ils peuvent se préparer pour mieux s'orienter sur leur parcours. On voit un reportage de Olivier Moradel. Nous sommes entrés dans la dimension Parcoursup. Hein. On sait bien que c'est l'espace qui permet que les élèves de classe de terminale puissent s'orienter vers l'enseignement supérieur. Et étant donné que le GT Bainbridge a un fort potentiel d'accueil des élèves de terminale de l'académie, voire d'ailleurs, donc traditionnellement nous le faisons, mais cette année particulièrement on a choisi cette date parce que en cohérence avec le programme de Parcoursup pour l'orientation des élèves. Maintenant, notre lycée, il y a les classes préparatoires, il y a les classes de BTS, mais notamment le pôle scientifique, le pôle commercial des études chez nous permettent aux élèves de Guadeloupe de vraiment pouvoir bénéficier d'un panel intéressant pour aborder soit les classes d'ingénieurs, soit des doctorats par la suite. On a rencontré des profs bien, des élèves qui prenaient plaisir à venir étudier ici, donc ça m'a l'air très très bien. La proximité, déjà j'habite ici, donc je préférerais rester ici en Guadeloupe, la vie elle est quand même pas mal, et surtout que voilà, il y a des bons résultats, il est bien coté, et voilà. J'ai adoré, franchement les profs ils sont hyper cool en plus, et puis voilà, l'infrastructure est bien faite, ça me plaît bien. Alors tout simplement, moi comme je souhaite réaliser une entreprise, je souhaite monter une entreprise dans le domaine de l'automobile. C'est pour cela que j'ai décidé de venir dans ce BTS et profiter de tout ce qu'on apprend donc, dans le domaine de la gestion, relations humaines, gestion relations clients, etc. Et donc ça m'a tout de suite plu. Ça se passe très bien pour le moment, ça va. Là, donc, je suis ici depuis septembre, je suis arrivé en septembre. Et donc depuis ces derniers mois, j'ai beaucoup appris sur la formation, j'ai appris comment gérer une entreprise, la relation client comme je vous disais. Avec les professeurs, ça se passe très bien. On a des professeurs qui sont à notre écoute et aussi qui sont là pour nous. Donc c'est vraiment très intéressant, on est en contact très rapproché
Donc c'est intéressant et on apprend beaucoup plus vite. Et parlons maintenant d'autisme et de parentalité. Une conférence s'est tenue récemment pour offrir un espace d'échange pour les parents concernés ainsi qu'aux professionnels de santé et de l'éducation. Ça a permis de travailler sur des thématiques clés telles que les défis au quotidien pour les familles, leurs besoins spécifiques pour les enfants autistes et les stratégies pour mieux accompagner leur développement. On voit un reportage. J'étais heureuse de participer à cette conférence car c'est Regard d'Autisme, c'est une association d'autisme, oui, mais elle est dirigée et présidée par un autiste. Donc c'est très important parce que nous, en tant que parents, nous battons pour nos enfants, mais nous aimerions qu'eux aussi se battent pour eux-mêmes, qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent et comment eux, ils souhaitent évoluer dans ce monde. Le but de la parentalité, c'est l'ensemble des actions communes qui nous amènent au fait d'être parents. Et l'autisme et la parentalité, il faut que vous sachiez, être parent d'enfant autiste et être parent d'un enfant ordinaire, c'est deux choses complètement différentes, deux salles, deux ambiances. Déjà à titre informatif, mais aussi pour pouvoir échanger et trouver peut-être des solutions et aussi favoriser le partenariat avec les parents, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi leur dire que nous sommes là, que pour les accompagner, ils ne sont pas seuls. Le combat est très long. Moi-même qui me bats depuis 25 ans, car mon fils a 25 ans aujourd'hui, il a fait beaucoup, il a beaucoup évolué avec beaucoup de difficultés, mais malheureusement, nous sommes encore loin. La Guadeloupe est très très loin et tout est à faire, c'est-à-dire au niveau administratif, les délais sont longs, le regard des autres est très difficile. Et le combat des parents aussi est très compliqué. Je dirais aux parents de tenir bon, de continuer à se battre autour de leurs enfants, de ne jamais abandonner. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, que les enfants progressent, mais chacun à leur rythme. Ils vont toujours évoluer en dents de scie. On aura des victoires, on aura aussi des temps de doute et de faiblesse, mais il ne faut pas abandonner. Et nous, si nous nous battons autour de nos enfants, autour des associations, avec les professionnels, et aussi les politiques, bien sûr, parce qu'en fait, sans la politique, on ne peut pas y arriver seul, eh bien, on peut avoir de très bons résultats. Bien, voilà. Alors, je voulais dire, on reçoit M. Dominique Virasamy, qui est président du SNEG, et depuis des années, M. Virasamy se bat pour la question paiement des charges sociales. Je sais que c'est un combat qui est très difficile. Vous revenez de France. Alors, qu'est-ce que ce voyage de France va apporter à votre combat? Alors c'est un combat difficile, c'est vrai, mais nous avons de l'espoir, puisqu'il faut savoir que la problématique de l'eau date de plus de 20 ans, donc les gars sont encore au combat. La problématique de la chlordécone, c'est plus de 20 ans, donc ils sont encore au combat. Donc nous avons 10 ans d'existence, donc il y a encore 10 ans de combat. On a encore 10 ans de combat à mener si rien n'est fait. Et donc oui, c'est vrai que chaque année, j'ai la chance de pouvoir être invité, soit à l'Assemblée ou au Sénat, ou dans les cabinets ministériels ou en audition pour pouvoir remettre des dossiers et notamment expliquer la situation des indépendants de Guadeloupe, mais pas que. C'est la même situation dans les Outre-mer de manière générale et dans l'Hexagone. Et il se trouve que les choses avancent, oui, les choses avancent, mais timidement parce que nous estimons que même si nos élus sont très engagés pour la société guadeloupéenne, mais ils ne sont pas suffisamment impliqués ou carrément pas du tout sur les espaces médiatiques, je dis bien médiatiques, pour mettre en confiance les indépendants, pour leur dire oui, il y a des associations dont la nôtre qui s'occupent des indépendants, mais nous, les députés, des sénateurs, les maires et autres, présidents de conseil général départemental, nous prenons à bras le corps cette situation et nous allons vous apporter le soin nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans ce combat. Et donc c'est aussi une invitation que je fais à ces élus de dire que oui, la problématique de l'eau, du sargasse, tout ce qui ça, c'est très bien, mais le principal problème c'est l'économie du pays et singulièrement les entreprises qui sont extrêmement malades. Là encore, les résultats sont tombés il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours de ça. Il y a un peu plus de 300 entreprises qui ont été liquidées. Et là, on ne parle que d'entreprises liquidées en société, mais les indépendants qui ferment leur entreprise avec un simple CFA d'arrêt d'activité et ne sont pas comptabilisés. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour 2024, c'est pas moins de 400-450 entreprises qui ont dû fermer leur entreprise
entreprises. Et ce que je dis, c'est que ces entreprises ont le plus souvent entre 2 et 4 salariés. On oublie de le dire parce qu'il n'y a pas qu'une entreprise. Derrière l'entreprise, il y a 4. Donc ça veut dire que lorsqu'on multiplie 4 par 400, ça fait 16 000 personnes. 4 fois 4, 16, c'est ça. Donc ça fait à peu près 10 à 15 000 personnes qui sont au chômage. On pouvait éviter ça? Pardon, pas 15 000, 1500. Pardon. 1500. On pouvait éviter ça? Oui, on pouvait éviter ça parce que le problème, c'est que c'est pas que le chef d'entreprise est un mauvais payeur, loin de là, mais simplement le mode de calcul qui est utilisé n'est pas bon. Il est, comment dirais-je, il est vérolé parce que j'ai eu l'occasion de le dire sur ce plateau. Au départ, en 2008, le RSI qui a été créé, dont on a des doutes sur la légalité, a fait fabriquer un logiciel qui s'appelle le logiciel SNV2. Je vous ai amené un document qui le démontre, le SNV2. Mais pour ceux qui sont forts en informatique, le SNV2 n'était rien d'autre qu'un programme. Donc, comme tout programme, pour qu'il fonctionne, il a besoin de données. Donc, ils ont été chercher les données, nom, prénom, immatriculation, date de naissance, auprès du logiciel Taïga des URSSAF. Et ainsi que le logiciel SCR pour la collecte des retraites, les informations et les paiements des retraites. Et quand ils ont marié les 3 systèmes, parce qu'il fallait faire rentrer le SCR et le Taïga dans le SNV2, il y a eu une incompatibilité des 3 systèmes et le système a déclenché des dysfonctionnements qui n'ont jamais été réparés à ce jour. Je répète pour nos auditeurs, le système n'a jamais été réparé, je le confirme, et je mets au défi la sécurité sociale des URSSAF de m'apporter un rapport dans lequel il est mentionné une expertise du SNV2. Donc, pour corroborer ce que j'ai dit, j'ai un document là, un extrait de page de la Cour des comptes qui explique que le système a été contraint d'être maintenu parce qu'ils n'avaient pas d'autre. C'est quand même dangereux. Parce qu'ils n'ont pas d'autre, ils le conservent malgré son imperfection. Et là où c'est intéressant, c'est que dans un autre document, il est bien dit, et je me permets de lire pour vous, monsieur Zandronis. D'ailleurs, à la suite du rapprochement entre le RSI et les URSSAF, ça s'est soldé en 2008, un gigantesque bug informatique, les 2 systèmes étant incompatibles, ça s'est soldé par l'écrasement de millions de données. De quelles données on parle? Eh bien, de l'argent des affiliés qui ont payé leur retraite depuis 1981, parce qu'aujourd'hui, les cotisations sont basées sur un volume de 43 annuités. Lorsqu'on retranche 2024 à 43, ça fait 1981. Il y a des gens qui ont cotisé depuis 1981. À cause de ce logiciel qui a été vérolé, il y a des millions de données qui ont disparu, notamment les prestations de retraite de ces personnes-là. Donc c'est pour cela que nous sommes fondés dans notre association à mener les investigations nécessaires pour faire comprendre que ce n'est pas le chef d'entreprise qui est un mauvais payeur, mais c'est le logiciel dont le calcul n'est pas bon. Et chaque fois que vous faites rentrer vos cotisations sociales aux URSSAF, le logiciel vous donne n'importe quel montant, et le plus souvent des montants avec des sommes exorbitantes, et on comprend pourquoi ils ne veulent pas réparer ce logiciel, parce que ça arrange la sécurité sociale, parce qu'ils vont toucher beaucoup plus d'argent. Voilà. Et donc, quand on voit un petit peu la situation au niveau des cotisations sociales, est-ce que les indépendants, aujourd'hui, paient plus qu'ils ne devraient par rapport à ce logiciel, justement? Alors, M. Zandronis, ça tombe très très bien, parce que je vous ai amené un petit calcul, et on va se prêter à un jeu si vous êtes d'accord. Prenons un salarié d'une entreprise, je parle bien de salarié, qui va toucher un salaire de 1 500 €. Le patron va cotiser pour lui à peu près 30% de son salaire, c'est-à-dire 450, grosso modo, 450 € par mois pour sa couverture sociale. Un indépendant, il est taxé sur son chiffre d'affaires avec une moyenne de 1 000 € par mois. D'accord. Ce même salarié qui, sur 12 mois, multiplie les 450 € par mois multiplié par 12, ça lui fait qu'il va investir 5 400 € par année pour sa cotisation sociale. L'indépendant, quand il va payer 1 000 € par mois multiplié par 12, ça fait 12 000 €. Nous sommes d'accord? 5 400 € multipliés par 43 annuités, pour le salarié, il va cotiser 232 200 €
pour toute sa carrière en tant que salarié. D'accord. L'indépendant, lui, 12 000 multiplié par 43, il va payer 516 000 euros, c'est-à-dire le double de ce que paye un salarié. Et suivez-moi très bien, la pension de retraite du salarié sera entre 1 000 et 1 200 euros, tandis que celui de l'indépendant sera autour de 475 euros, soit moins que le RSA. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là-dedans? Sérieux, très sérieux même. Très sérieux. Il y a un problème sérieux. Et donc, ce n'est pas normal. Et donc, c'est pour ça que nous alertons en permanence les élus. Parce que le problème qui se passe, c'est que la Sécurité sociale et les URSSAF se planquent derrière leur statut. Même si c'est un régime de droit privé, mais ils se planquent derrière ce statut et se disent, moi, je ne fais qu'appliquer la loi. D'accord? Et je suis d'accord avec eux parce que si la loi doit bouger, ce sont les parlementaires qui doivent faire voter ou abroger des lois. Donc, c'est à nos 7 parlementaires, et je le dis. Alors, ceci étant dit, ils me reçoivent. Je ne vais pas mentir sur eux. Ils me reçoivent en permanence. Les 7 parlementaires me reçoivent. Seulement, à huis clos, ils sont à 100% avec moi et je ne les entends pas. Et mon association ne les entend pas sur les médias. Quand M. Zandronis reçoit tel ou tel élu, cet élu-là doit pouvoir dire nous devons être à côté de Virasamy pour pouvoir mener le combat un peu plus loin. On fera le travail, ne vous inquiétez pas, parce que je dois en recevoir quelques-uns. Alors, pour revenir un petit peu à la feuille que vous m'avez donnée, je vois que sur une période de 2004, cotisation majorée de 1 307 euros, 2004, CFP 2005, 25 euros, et sur le premier trimestre 2005, alors 20 ans après, l'URSSAF réclame ces sommes. Alors pour qu'on comprenne bien, pour que nos auditeurs comprennent bien, en 2008, quand il y a eu la création du logiciel qui a été vérolé à cause de cette incompatibilité, les dysfonctionnements, c'était quoi? C'est-à-dire il y avait des taxations d'office, il y avait des entreprises qui ont reçu 3 immatriculations comme la mienne, il y a des sommes exorbitantes qui ont été demandées, et enfin, c'est tout un chapelet d'imperfections qui fait que l'entreprise a eu des problèmes. Et aujourd'hui, même si on veut me dire que c'est une erreur comme ça, mais c'est tous les jours que je reçois des indépendants qui m'expliquent leurs problèmes, et le document que je vous ai amené témoigne que la créance a été exigée en décembre 2024. Oui. En haut, à droite. C'est écrit, décembre 2024. Et on réclame, 20 ans après. Et on réclame une créance qui date de 20 ans. Oui, et c'est avec le fameux alors que normalement, les structures comme la Sécurité sociale et les URSSAF sont obligées, c'est pas moi qui le fais, c'est la loi. La loi oblige ces structures à procéder à ce qu'on appelle l'autocontrôle. Ça veut dire qu'ils doivent émettre un chiffre et ils doivent contrôler si ce chiffre est correct. Mais derrière ça, ils doivent appliquer la prescription des 5 ans, puisque la loi dit que si pendant 5 ans, une créance n'a pas été exigée, la créance s'éteint naturellement. C'est ça la loi. Alors, mais comme on sait que la Sécurité sociale et les URSSAF, avec le RSI, ne respectent pas la loi, puisque moi, si je reçois une créance et que je ne suis pas d'accord, la Constitution française me donne le droit de dire je ne suis pas d'accord avec cette créance. Ce n'est pas moi qui ai inventé la loi, c'est la Constitution. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je conteste. Je conteste en vertu de l'article 1353 du Code civil qui dit que le créancier, c'est-à-dire en l'occurrence la Sécurité sociale et les URSSAF, doivent apporter la preuve de la créance. Or, si on demande un rendez-vous, c'est bien pour pouvoir s'expliquer. Or, ils refusent le rendez-vous. Ils refusent le rendez-vous parce qu'ils ne respectent pas non plus la loi Pinel de 2014 pour les indépendants, qui dit que vous avez un plafond à ne pas dépasser pour les métiers de service comme le mien, parce que je suis couturier, et donc je n'ai pas le droit de dépasser 72 000 euros de plafond. Mais si j'ai, par exemple, 50 000 euros de chiffre d'affaires que je vais déclarer à l'année, je serai normalement taxé à 22%, soit 11 000 euros, ce qui serait assez correct par rapport à la loi Pinel. Mais des entreprises comme la mienne, on reçoit des créances à 72, 75, 80, 90 000. Et hier, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui a 100 000 euros de dette, alors qu'il n'a pas le droit de dépasser 72 000 euros de plafond. Parce que si on lui réclame 100 000 euros, ça veut dire qu'il a un chiffre d'affaires de 300 000 euros. D'accord? C'est ça le problème. Bon, là où il ne respecte pas la loi du tout, mais vraiment du tout, c'est qu'avec les députés Servat et Mathiazin et à l'époque, Vainqueur et Bénin, il a été voté, nous avons
investiguer, demander aux parlementaires avec leurs collègues de l'Assemblée de faire voter une loi pour protéger le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Et l'article a été voté, c'est l'article 2022-172 du 14 février 2022 et entré en vigueur le 15 mai 2022, et qui dit qu'il y a une séparation nette aujourd'hui depuis 2022, entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Oui. Et que la loi dit en suspens que le patrimoine personnel, donc le compte bancaire personnel, je ne parle pas du compte de l'entreprise, le compte bancaire est insaisissable. Ça veut dire que même si j'ai 200 000 euros sur ce compte-là, ils n'ont pas le droit d'aller prendre. Ça ne veut pas dire, M. Sandronis, que la dette n'est pas recouvrable. Mais à ce moment-là, comme la sécurité sociale est un organisme de droit privé, il n'a pas le droit d'aller sous le compte personnel. Il doit aller en justice d'abord, que le tribunal va déclencher une injonction de ce tribunal pour obliger la personne à payer. Voilà comme ça fonctionne la loi. Et eux, ils décident, ils vous disent... Nous avons demandé à un huissier de faire une saisie-attribution sur votre compte. La TD. En vertu... Non, la TD, c'est pour les impôts. Oui. Et comme c'est pour les impôts qu'il y a un organisme de droit public, donc eux, ils peuvent utiliser ce terme ATD, tandis que la Sécurité sociale ne peut pas utiliser ce terme-là. Ils sont obligés de passer par un autre terme qui s'appelle saisie-attribution. Et à ce moment-là, avec cette saisie-attribution, ils peuvent... c'est ce que je voulais dire, ils appellent un huissier, et l'huissier va demander à la banque de saisir cette somme. Là où les impôts vont vous laisser 30% de survie sur votre compte parce qu'il faut boire, manger, mettre de l'essence dans la voiture et autres, mais la Sécurité sociale, quand ils passent sur votre compte personnel, ils prennent tout jusqu'au dernier centime. Ah oui, n'est-ce pas l'équivalent du RSA Même pas. Ouais. Ils ne laissent rien sur le compte. Et donc, ce qui n'est pas normal dans une société. Et donc, c'est pour ça que je dis clairement, il va falloir que les Guadeloupéens comprennent la démarche. Parce que là, quand il n'a pas ni joué encore, c'est fini, c'est terminé. Ça fait 10 ans qu'on essaie de communiquer, maintenant c'est terminé. On va grossir le trait, on va monter le ton maintenant. Et je demande aujourd'hui, singulièrement, nous sommes 35 200 indépendants en Guadeloupe. Je demande à ces 35 200 personnes de rentrer en contact avec moi. Parce qu'il va y avoir une grande réunion le 17 février, très bientôt, où le national va venir en Guadeloupe. Il va falloir qu'on puisse se rencontrer avec les chefs d'entreprise et les présidents d'organisations professionnelles pour que nous puissions avoir une action conséquente pour faire comprendre au national que nous pouvons dominer carrément Pagal, mais pas jouer en Pagal. Ça veut dire qu'au mois de février, nous ouvrons obligé. Bon. Ben, en tout cas, je vous remercie en toute façon pour toutes ces informations-là. On pense que les 35 200 indépendants, ils ont coûté et ils ont ça il n'y a fait parce que le combat la caille de mêlée là. Moi, je suis un petit peu, comment dirais-je, pas dégoûté, mais je suis un petit peu inquiet parce que aujourd'hui, on ne parle plus d'entreprise en liquidation, on parle de chômage des chefs d'entreprise. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui attend les chefs d'entreprise. Et que si on ne fait rien pour que nous puissions monter, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord pour barrer les routes, ni empêcher les gens d'aller travailler, ni quoi que ce soit. Non, nous allons faire des actions significatives pour démontrer aux instances que nous sommes là et que nous comptons dans l'espace économique, puisque sur les 60 000 entreprises, toutes tailles confondues, nous représentons, avec les 35 000, nous représentons un peu plus de 50% du tissu économique. Donc ce n'est pas rien. Ok. Ben, Dominique Virgansamy, merci. À très bientôt. Il est pratiquement 14h03. On a largement dépassé. On n'a pas le temps de voir les deux derniers sujets aujourd'hui. Donc, vous voyez demain. On a reçu Patrick Tacita, responsable des relations extérieures de l'ANG, qui nous explique un petit peu la démarche de son organisation depuis quelques années, qui visite et retrouve des pays extérieurs pour essayer de mettre au niveau international la question de la Guadeloupe et de sa décolonisation. Et lui, Nadimar, justement, nous a fait un bon petit sujet sur les salariés, les associés dirigeants, quels sont les cas de départ et comment gérer au sein d'une société. Justement, on en parlait tout à l'heure. Aline Mijoua nous a parlé du carnaval et des yeux qu'il faut protéger. Attention à autres pendant le carnaval, pas mettre n'importe qui maquillage à 2 euros, bosser à autres, puisque c'est quoi risquer de fatiguer les là. Et puis, Dominique Virgansamy, qui revient de Paris, nous a parlé de la situation sociale et apparemment, après 10 ans qu'on va l'engager, il va rentrer dans notre phase. On va le recevoir probablement à la mi-février avec un représentant venu de France. Très rapidement, les titres de l'information qu'on a développés.
ou même ceux qu'on n'a pas développés. Oui, même ceux qu'on n'a pas développés, ben, on en parlera sûrement demain, des vœux de la maire de Paris avec Georges-Paul Langevin et Jean-Claude Némeraud. Mais on a évoqué le SDIS qui se dote d'un nouveau simulateur de feu réel. On a un bel aussi outil que nous mettons à la disposition du golfe de Saint-François, des journées portes ouvertes au lycée de Bainbridge et de cette conférence sur l'autisme et la parentalité. On reviendra sur un sujet sur... Je pense qu'il va falloir que le GTL se termine à 14h15 bientôt pour donner la parole à tout le monde, parce que malgré ça, il y a même quelqu'un qu'on n'a pas reçu aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann, avec Evans et aussi Malia. Et demain, on se retrouve à partir de 12h30 avec Iman pour sa chronique. Oui, on va parler maquillage. Le maquillage maquillage de carnaval. Ouais, et des masques qu'on porte sur soi. Bon, ben, il faudra tenir compte de ce que tu as dit. Merci tout le monde. Merci ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Paris et un peu partout dans le monde. Et nous retrouvons demain à même là. Ta feuille, je te la remets. Voilà. Tu peux garder.